Bonjour, voilà, je vous propose une première capsule vidéo pour vous présenter un petit peu les apports des neurosciences, ou plus précisément de la neuroéducation et de son application en éducation physique et sportive, ou en tout cas de ce qui peut y être appliqué en éducation physique et sportive. Donc Mohamed Ajdir, moi j'ai enseigné le PS sur l'Académie de Paris depuis 2012 et actuellement je suis au sein du réseau AEFE à Rabat au Maroc. Moi j'ai eu la chance l'an dernier de passer le premier diplôme universitaire à l'université de Paris-La Sorbonne, Descartes, dirigé par Grégoire Borst. Ils ont là-bas leur fameux laboratoire Lapsidé, où ils mettent un peu en lien et en relation tous les travaux théoriques des apports de la neuroéducation et de sa mise en pratique sur le terrain. Donc ils proposent des expérimentations aux enseignants. J'ai eu aussi la chance d'être suivi par la cellule académique de recherche, de développement et d'innovation d'expérimentation de l'Académie de Paris, donc la CARDI, où j'ai pu participer à des groupes de travaux, j'ai été suivi, encadré euh, pour mettre en place un projet dans mon établissement et j'y ai surtout appris la rigueur scientifique. Donc les neurosciences, hein, aujourd'hui, ça s'est assez démocratisé. Hein, c'est cette science qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Et la neuroéducation, en fait, c'est tout simplement les neurosciences appliquées au champ de l'éducation. Donc on va s'intéresser au processus et aux mécanismes d'apprentissage. On regarde ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse principalement à tout ce qui est mémorisation, attention, émotion, mais c'est bien plus large que ça. Nous aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, c'est d'aborder dans cette première capsule la notion de contrôle inhibiteur ou de maîtrise de soi. Puis dans d'autres capsules, on verra un peu ce que les neurosciences nous disent sur le concept de motivation, ou de manière un petit peu plus précise sur le concept d'état d'esprit. C'est un concept développé par Carol Dweck. Puis on verra un petit peu tout l'apport, ou en tout cas l'effet de la pratique physique et sportive sur les fonctions cognitives. On savait que la pratique physique et sportive avait des effets sur le corps, hein, sur le potentiel énergétique, mais on a aussi des données très récentes qui montrent que ça a aussi un impact sur les fonctions cognitives, donc la mémorisation, l'attention, etc. etc. Pour vous présenter ce concept de contrôle inhibiteur et vous montrer les enjeux qu'il y a derrière, je vous propose de regarder cette première vidéo sur ce fameux test du marshmallow que vous devez peut-être connaître. C'est une étude sur la gratification différée qui a été faite en 72. Donc, je vous laisse. Alors, je suis désolé pour la qualité du son. Si jamais vous êtes gêné, n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous tapez test du marshmallow et self-control. Je vous dis à tout de suite. La Bing Nursery School est une maternelle pilote de l'université Stanford près de San Francisco. Son nom est lié au fameux test du marshmallow, ou test de la guimauve, qui a eu lieu ici dans les années 70. Cet exercice, destiné à évaluer le self-control et la motivation des enfants, nous l'avons refait avec des enfants d'aujourd'hui, quitte à plonger des bambins de 4 ans dans un cruel dilemme. Dans ce jeu, il y a 2 assiettes. Regarde, j'en mets un ici et 2 là. Tu préfères 2 guimauves ou une guimauve? 2 guimauves, ok. Tu en veux 2, c'est ça? 2, ok. On va faire la chose suivante. Je vais sortir pour terminer un petit travail. Mais tu peux m'appeler à tout moment en appuyant sur la sonnette. Si tu le fais, tu auras seulement une seule guimauve. Si tu attends que je revienne, tu auras 2 guimauves. D'accord? À tout à l'heure. Comme dans le test original, le cerveau des enfants analyse les données de manière automatique. Chacun d'entre eux développe sa propre stratégie inconsciente pour résister à la tentation.
décidé que j'en veux qu'un. Ok. Tu as appuyé sur la sonnette, tu peux le manger. Nous avons une conception erronée de la volonté, qui est une attitude stoïque où l'on serre les dents pour aller jusqu'au bout de son projet. En fait, c'est la meilleure façon de le faire échouer, parce que c'est au-delà de nos forces. La solution, c'est d'appréhender l'environnement et de le transformer. La seule chose à faire, c'est de changer sa perception et de focaliser son attention sur autre chose. Les enfants qui ont passé ce test en 1970 ont aujourd'hui dépassé la quarantaine. Au fil des années, ils ont été régulièrement consultés. Ceux qui, à l'âge de 4 ans, ont été capables d'attendre un quart d'heure, ont mieux réussi leur test d'admission à l'université. Ils gagnent aussi mieux leur vie. Ils sont plus heureux en ménage et en meilleure santé que ceux qui ont tout de suite englouti leur guimauve. Deux assiettes. Très bien. Nous avons tous terminé. Merci d'avoir joué. Alors, vous l'aurez compris, hein. Alors on se lasse pas de voir ces gamins se dandiner devant leur guimauve, pardon, c'est assez mignon. Mais vous l'aurez compris, l'enjeu il est relativement quand même important, puisque derrière c'est vraiment la réussite. En fait, cette expérimentation, elle se base sur une étude longitudinale qui a été réalisée sur une cohorte d'enfants, hein, donc un nombre très important d'enfants, et ils ont été suivis de leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Et on a essayé d'identifier parmi un certain nombre de paramètres, les paramètres qui pouvaient influer sur la réussite en général. Donc parmi les paramètres évoqués, le quotient intellectuel, la catégorie socio-économique des parents, et puis la maîtrise de soi. Et puis il y avait encore d'autres paramètres, j'ai pas les détails de l'étude, mais après on a suivi ces enfants pour voir un petit peu leur comportement à l'âge de l'adolescence. Ceux qui avaient par exemple des addictions à la cigarette, les filles qui avaient des grossesses précoces par exemple, etc. etc. Donc on a essayé d'identifier un certain nombre de comportements dangereux chez eux, ou pas. Puis après on les a suivis encore plus tard pour voir leur réussite scolaire, universitaire, leur réussite sociale, familiale, etc., etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu, hein, comme ça a été dit dans la vidéo, que parmi l'ensemble des paramètres, celui qui avait le plus d'influence sur la réussite, c'était le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Et donc ce qu'elle relève, hein, cette étude, ce qu'elle montre, c'est que même le QI, il est moins prédictif. Le statut économique, certes, il a un impact, ça on le sait, mais que ses capacités d'autorégulation sont encore plus prédictives de la réussite et du bien-être des gens. Donc ça, c'est ce que avait réanalysé Moffitt en 2011. C'est donc un enjeu, hein, pour le système éducatif. En Colombie-Britannique, donc toute la région du Canada, de Vancouver par exemple, ils ont fait des compétences socio-émotionnelles le cœur de leur projet éducatif. Alors, juste avant de poursuivre sur cette notion de contrôle inhibiteur, ce que je voudrais vous dire, c'est que rappelez, c'est que les neurosciences, la neuroéducation, en fait, c'est pas une mode. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux de la psychopédagogie que nous, on a beaucoup eu l'occasion de voir en STAPS, hein, avec certains chercheurs comme Binet, par exemple, en 1904, un peu plus connu aussi, Piaget, hein, avec les stades de développement de l'enfant, Vygotsky avec la zone de développement proximal, et enfin
encore comme autre exemple, Brunner en 1966 sur l'apprentissage spiralaire et la nécessité d'une complexification progressive des apprentissages. Alors notre exemple, nous, ici en fait, on va s'attarder un peu sur les travaux de Piaget. Hein. Alors pourquoi je rappelle ça, hein, cette continuité de la neuroéducation, c'est pour dire que c'est pas une mode. Hein. Parce que si on dit que c'est une mode, c'est quelque chose qui va faire son temps et qui va passer, mais en fait non, elle s'inscrit bien sur la continuité des travaux et on va le voir là, notamment avec cet exemple de Piaget et les stades de développement de l'enfant. Alors lui, ce qu'il avait montré, hein, c'est que le développement de l'enfant, il avait montré que c'était quelque chose d'assez linéaire. C'est-à-dire qu'un enfant, entre 0 et 1 an, il était capable de faire un certain nombre de choses et que donc, au niveau de ses apprentissages, il était assez limité et qu'après, en grandissant, de par son développement, on pouvait lui donner des tâches plus complexes. Et puis c'était linéaire comme ça jusqu'à l'âge adulte en fonction du développement en fait passé par les âges en fait. Or, les études en neuroéducation, en neurosciences, à travers un certain nombre d'expérimentations réalisées sur les enfants, nous montrent un certain nombre de paradoxes. Et on voit par exemple que chez les bébés, à travers différentes expérimentations que je ne vais pas vous expliquer là, mais on s'aperçoit que l'enfant il est capable d'avoir des raisonnements beaucoup plus complexes. Par exemple, déjà, dès entre 0 et 1 an, il est capable d'avoir des raisonnements assez complexes. Et donc, du coup, l'approche de Piaget qui a quand même un impact considérable sur notre système éducatif parce que c'est de là que découlent les cycles, hein, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, l'école primaire, le collège, puis le lycée ensuite. Hein. En fait, les recherches actuelles viennent remettre un peu en cause ce premier schéma-là. Et en fait, ce qui montre les recherches actuelles, c'est que l'apprentissage il est moins linéaire et cumulatif. Que donc le bébé a déjà accès à des raisonnements très complexes. Et qu'à l'inverse, il arrive encore à l'adulte de prendre des décisions hâtives sans raisonnement. Donc en fait, on est tout simplement passé à des modèles beaucoup plus dynamiques qui dépendent du contexte et non de l'âge, avec beaucoup plus de variabilité individuelle. Et donc au laboratoire de l'Absidé, là, à la Sorbonne, Grégoire Borst et Olivier Houdet, ils proposent un nouveau schéma avec 3 systèmes. Et donc par opposition à ce que propose Piaget. Donc le premier système, c'est le système des heuristiques, ou plutôt des automatismes. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'automatismes dans notre vie, et encore heureux, hein, parce que ça nous évite de réfléchir et de penser à tout ce qu'on fait. Heureusement qu'on a un certain nombre de choses qu'on fait de manière automatique. Par exemple, quand je vais au travail le matin, j'ai pas besoin de revoir l'itinéraire, de revoir à quelle station de métro je dois descendre, etc., etc. Ça se fait de manière assez automatique. Le problème, c'est que ces automatismes-là nous conduisent parfois à faire des erreurs. Si on prend l'exemple du chemin pour aller au travail, si un jour dans la semaine, avant d'aller au travail, par exemple, j'ai un rendez-vous chez le médecin et que je dois descendre à une station avant celle à laquelle j'ai l'habitude de descendre, eh bien, il se peut que mon automatisme d'aller au travail me fasse oublier de descendre à la bonne station et donc me conduise à faire une erreur en restant dans le métro. Puis après, on s'aperçoit, puis on revient. Mais du coup, notre automatisme, parfois, il nous conduit à faire des erreurs. Et donc, là, on a un deuxième système qui intervient, c'est le système algorithmique ou analytique. C'est celui qu'on va utiliser justement pour réfléchir. C'est-à-dire qu'on se dit, là, on s'est trompé. Donc, du coup, il va falloir qu'on revienne et que l'on fasse un choix qui soit un petit peu plus cohérent. Et enfin, on a donc du coup un troisième système qu'on appelle le système inhibiteur. C'est le système 3. Et donc, en fait, ce système 3, c'est celui-là qui va nous permettre, quand il est développé, de bloquer le système 1, donc nos automatismes non pertinents, pour faire appel au système
2. Donc c'est pour ça qu'on parle de contrôle inhibiteur ou de maîtrise de soi. Et donc c'est ce troisième système qu'on va devoir, en fait, ce que nous proposent les chercheurs au laboratoire, ce qui nous invite à développer, c'est ce fameux contrôle inhibiteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les apprentissages scolaires, en fait, on a tout un tas. Donc là, juste je reprends, les automatismes de pensée nous amènent souvent à des erreurs. Donc c'est notamment le rôle de l'école de développer l'autre système, plus lent et coûteux, donc le système 2, parce qu'il est plus efficace. Mais en même temps, il faut aussi développer le troisième système qui décide de l'utilisation du système 2 ou de la résistance au système 1, l'inhibition. Donc voilà des exemples de situations dans nos apprentissages scolaires qui nous conduisent à faire des erreurs de raisonnement. Par exemple en mathématiques, une tablette et son étui coûtent 240 €. La tablette coûte 200 € de plus que l'étui. Combien coûte l'étui? Si on demande aux élèves de répondre rapidement, et même chez les adultes, d'ailleurs je vous invite à faire le calcul rapidement, eh bien si votre réponse c'est de dire 40 € le prix de l'étui, eh bien c'est faux, c'est pas 40. Le prix de l'étui ici, il est de 20 €. Tout simplement, si on dit que c'est 40, comme il coûte 200 € de plus, eh bien, si on fait 240 plus 40, ça donne 280. Donc, le raisonnement n'est pas bon. Donc, la bonne réponse, vous pouvez vérifier et prendre le temps de vraiment faire le calcul et vous verrez que la bonne réponse, c'est 20. Un autre exemple qui est un petit peu plus parlant, Pierre a 20 billes. Il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? Eh bien là, la tendance, c'est de dire 25. Parce qu'on entend, il en a 5 de plus. Donc plus nous invite, ou en tout cas nous conduit automatiquement à faire une addition. Or, la bonne réponse, c'est bien 15. En français, dans la phrase « je les mange », par exemple, souvent les élèves, l'erreur qu'ils commettent, c'est de mettre un S. Parfois, moi, j'ai même des élèves qui disent ENT. Parce que il y a un pluriel avant le verbe, les. Donc, ils ont comme automatisme de mettre un S, de mettre un pluriel à la fin en terminaison. Sauf que là encore, il faut être capable de bloquer cet automatisme et de se dire, mais non, là, le verbe s'accorde avec « je ». Donc voilà, on a tout un tas de séries d'exemples, là encore, où il faut apprendre à résister à ces automatismes. Pour l'exemple en français, je vous dirais EZ, parce qu'on met EZ après vous. Or là encore, le raisonnement n'est pas bon. Ici, là, par exemple, on a un test, le test de Stroop, qui est très connu, qui montre à quel point c'est difficile de résister aux automatismes. C'est-à-dire que si on dit à des personnes de réciter la liste de mots, là, le plus rapidement possible, de la lire, vert, jaune, rouge, bleu, vert, c'est assez simple et c'est assez fluide. Mais dès qu'on colorie les mots, et qu'on invite les gens à lire le mot et pas la couleur, eh bien là, faites l'expérience, vous verrez que c'est beaucoup moins fluide. Et on a des hésitations. Parce qu'on a cet automatisme qui nous oblige un peu ou qui nous conduit à dire le nom de la couleur et non le mot qui est écrit. Faites-le en groupe, c'est assez significatif. On voit la différence quand on fait le test en groupe. L'idée ici pour nous, c'est de voir un peu des exemples d'automatisme, d'heuristique en EPS, notamment chez les débutants. Alors en sport co, c'est relativement simple. Peut-être que vous avez déjà des idées qui vous viennent à l'esprit. Donc moi j'ai pris le foot. Ici alors j'ai pris des images de haut niveau, mais c'est complètement valable chez les élèves débutants. C'est parce que j'ai pas de droit d'image. Donc là, sur une récupération de balle, là, les joueurs blancs, ici là, on a un joueur qui vient de récupérer une balle. Et l'automatisme, donc la Benzema, c'est d'aller très vite vers l'avant. Là, ok, pas de problème. L'automatisme, il est relativement pertinent. Parce qu'ils vont exploiter une supériorité numérique et ça évite que les deux défenseurs derrière ne se replacent. Donc là, pas de problème. Les automatismes, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois, ils sont utiles et efficaces. Une autre situation ici, encore au niveau, là, vous allez voir qu'il va avoir le même automatisme, le joueur, là, Awar, il va essayer de jouer vers l'avant. En fait, c'est l'automatisme d'aller vers le but. Sauf que là, alors que ce soit en conduite de balle, il a 3 défenseurs devant lui, ou en passe avec son partenaire, ça reste relativement compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer ici. Lui, il va donner la balle et un défenseur va intervenir. Là, chez les débutants, on a absolument une illustration identique et ça, on l'observe tout le temps. Ici, on a un joueur qui vient d'effectuer une touche. Il avait une touche
Et son automatisme, il ne regarde même pas, c'est de jouer vers l'avant, vers le but, vers la cible. Ils sont attirés vers le but. Sauf que dans cette situation-là, hein, pareil, hein, donc il fait la touche à son partenaire. Il a autour de lui 1, 2, 3 et 4. Et donc ce qui se passe, c'est que les oranges vont récupérer la balle et ils vont tirer vers l'avant. Et puis après, on va avoir beaucoup de ruptures. Et en fait, là, le joueur en fait qui fait la touche, eh ben, ici, ça aurait été pertinent qu'il bloque cet automatisme de jouer directement vers l'avant sans même regarder ce qu'il y a autour de lui pour voir s'il n'a pas un partenaire de démarquer, par exemple, à sa hauteur ou derrière. Ici, en volleyball, un autre exemple. Alors, je vous invite à regarder très attentivement la jeune demoiselle avec le t-shirt blanc et le short noir. Ça dure 1 minute. Et vous allez voir comment on peut aussi illustrer les heuristiques en volleyball. Vous allez voir, en plus, elle est relativement active et dynamique. Néanmoins, on va voir que malgré cette activité-là, ces choix de jeu vont vraiment illustrer cet exemple d'automatisme. Alors là, ça s'illustre, vous allez voir, par du jeu direct vers l'avant, sans réelle intention de placer une attaque, mais juste de renvoyer. Alors c'est dans les séquences qui vont arriver là tout de suite. Juste la prochaine. Donc là, on regarde attentivement. Là, ici, hop, première balle, elle renvoie, les deux, elle renvoie vers le but adverse. Là encore, hop, sans réelle intention de... Mais c'est cet automatisme de jeu direct, de renvoyer la balle vers l'avant, qui dans cette situation-là n'est pas pertinent du tout. Et qu'il aurait fallu apprendre à bloquer pour essayer de relever la balle vers un partenaire. Et là, hop, pourtant techniquement ça va, hein, elle n'est pas mauvaise, elle arrive plutôt bien à jouer. Alors là, ça sur la dernière balle, c'était peut-être intentionnel puisqu'elle a réussi à marquer le point. Mais on a bien vu que sur les autres situations, c'est vraiment cet automatisme du jeu vers l'avant qui l'a conduit à chaque fois à envoyer la balle. Et c'est là où apprendre à inhiber pour faire des choix plus pertinents peut être intéressant. Donc, très rapidement, faire quelques liens avec les textes, hein, les programmes, apprendre à inhiber des réponses non pertinentes en sport co, ça va nous apprendre à conduire et maîtriser un affrontement collectif en faisant des choix pertinents, techniques et tactiques, au regard de l'analyse du rapport de force, par exemple. Hein. En course de durée, par exemple, on a souvent les enfants en 6e, ils ont cet automatisme de courir vite au départ, donc sur une course longue, ils n'arrivent pas à gérer l'intensité de leur course, donc du coup ils s'épuisent rapidement. Donc apprendre à inhiber cet automatisme-là pour gérer son effort de manière plus intelligente, etc. Au lycée, c'est faire des choix éclairés. Alors on sait que ça passe plus par de la mise en projet au lycée, mais ça peut aussi être dans la pratique, faire des choix pendant la pratique. Et donc là, encore une fois, la nécessité d'apprendre à inhiber ces automatismes peut être un enjeu majeur. Donc voilà, c'était juste quelques illustrations comme ça. Alors après, on verra peut-être lors d'une autre capsule vidéo des propositions plus concrètes sur comment vraiment apprendre à développer. D'ailleurs, actuellement, il y a une expérimentation qui est menée avec le laboratoire et l'association Léa.fr sur justement, dans les différentes disciplines, comment déjà repérer les situations où les automatismes nous conduisent à des erreurs et justement comment apprendre à développer nos capacités d'inhibition. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Là, je vous mets en photo, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'apport des neurosciences, de la neuroéducation dans les apprentissages, vous pouvez aller sur le site neuroapprentissage.com. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et puis prochainement, peut-être qu'on aura une formation. Alors, ce sera davantage sur l'apprentissage et la mémorisation. Quelles sont les stratégies les plus pertinentes
et qu'est-ce que nous disent les neurosciences, les études en sciences cognitives sur les stratégies d'apprentissage, et aussi en prenant un petit peu appui sur les stratégies utilisées par les champions du monde de la mémoire, les athlètes de la mémoire. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.